Je me suis figé en voyant mes deux petits-enfants recroquevillés sous un banc de parc. Sales, affamés, terrifiés. Il y a 3 ans, ma belle-fille avait juré qu'elle les emmenait en Californie pour prendre un nouveau départ après la mort de mon fils. Je l'avais cru. J'envoyais 2400 $ chaque mois, avec une régularité parfaite. Maintenant, ils me chuchotaient d'horribles secrets sur leur mère. Et je savais que cette femme devrait faire face aux conséquences pour chaque nuit de faim que mes petits-enfants avaient endurée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires quelle heure il est dans votre région en ce moment. Je m'appelle Lonnie Turner. J'ai 68 ans et je vis à Portland, Oregon. Pendant 40 ans, j'ai travaillé au service de protection de l'enfance pour le Multnomah County. J'ai vu plus de familles brisées que je ne saurais en compter. Je pensais avoir pris ma retraite pour trouver la paix et la tranquillité. Je pensais que ma propre famille était en sécurité. Je m'étais trompé sur ce deuxième point. Ce dimanche matin de la mi-juin avait commencé comme n'importe quel autre. Le soleil était à peine levé quand j'ai quitté ma maison sur Cedar Avenue pour ma promenade habituelle jusqu'à Laurelhurst Park. L'air était vif, le genre qui vous rend reconnaissant d'être en vie. Je pensais à ce que j'allais planter dans mon potager cette semaine. Peut-être des tomates de fin de saison quand je les ai vues. 2 petites silhouettes recroquevillées sous un banc près de l'aire de jeu. Au début, j'ai cru que c'était juste des enfants qui jouaient à un jeu. Puis je me suis rapproché. Ils étaient sales. Leurs vêtements, des jeans déchirés et des t-shirts tachés, semblaient n'avoir pas été lavés depuis des semaines. Leurs visages étaient maculés de saleté et leurs cheveux étaient emmêlés. Mais ce furent leurs yeux qui m'arrêtèrent net, creux, affamés, effrayés et familiers. Jacob, Sophia. La tête du garçon se releva brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent. 8 ans. Mais il en paraissait 50 à cet instant. Puis la reconnaissance inonda son visage et il se mit à pleurer. « Papy !» Ils se sont tous les deux jetés sur moi. Et je les ai rattrapés, sentant à quel point ils étaient devenus maigres. Sophia sanglotait dans ma chemise. Jacob tremblait. « Ça va ?» Je n'arrêtais pas de répéter, même si rien de tout cela n'allait. « Ça va ? Je vous tiens. » Je n'avais pas vu ces enfants depuis 3 ans. 3 ans depuis que mon fils Michael était mort dans cet accident de voiture. 3 ans depuis que sa veuve Danielle avait insisté pour déménager en Californie avec les enfants. Pour un nouveau départ, avait-elle dit, trop de souvenirs ici. Je l'avais cru. Je l'avais même soutenu financièrement. 2400 $ par mois, comme une horloge, virée directement sur son compte pour les enfants, avait-elle dit, pour s'assurer qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. En les regardant maintenant, je pouvais voir exactement ce qu'ils avaient reçu. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» ai-je demandé. La voix de Jacob était faible. « Hier matin. Il y avait des crackers. »« Hier matin. » Mes mains se sont serrées, mais j'ai gardé ma voix calme. « Rentrons à la maison. Je vais vous nettoyer et vous nourrir. » Le chemin du retour vers ma maison fut les 47 minutes les plus longues de ma vie. Ils me tenèrent les mains si fort que je pensais qu'ils ne les lâcheraient jamais. Sophia continuait de regarder par-dessus son épaule comme si quelqu'un pouvait nous poursuivre. Jacob était silencieux. Trop silencieux pour un garçon de 8 ans. À la maison, je leur ai préparé un bain pendant que je faisais des sandwichs. De la vraie nourriture. Dinde, fromage, laitue, tomates de mon jardin. Ils ont mangé comme s'ils n'avaient jamais vu de nourriture auparavant. 4 sandwichs à eux deux. 2 verres de lait chacun. J'ai dû me retenir de pleurer en les regardant. Pendant qu'ils mangeaient, j'ai posé des questions douces. « Où aviez-vous été ? Comment étiez-vous arrivé à Portland ?»« Nous avons pris un bus, » dit Jacob entre 2 bouchées. « Maman a laissé de l'argent sur le comptoir. 20 $. Nous savions que papy vivait à Portland, alors nous sommes juste venus. Votre mère vous a laissé seule ? » Il hocha la tête. « Elle fait ça parfois. Elle part avec Kevin pendant quelques jours. Elle nous enferme dans l'appartement. » Kevin ? C'était un nouveau nom. Qui est Kevin ? Le petit ami de maman. Le visage de Jacob s'assombrit. Il est méchant, il crie beaucoup et il... Il quoi, mon grand ? Il a dit qu'on mangeait trop.
Il a dit qu'on coûtait trop cher à maman. Jacob leva les yeux vers moi, avec ses yeux vieux et fatigués. Mais papy, tu envoies de l'argent pour nous, n'est-ce pas? Maman nous a dit que tu envoies de l'argent tous les mois. 2400 $ chaque mois pendant 3 ans. 86 400 $. J'ai regardé ces 2 enfants affamés, dans leurs vêtements sales, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mes jours, à travailler sur les pires cas d'abus. Oui, Jacob, ai-je dit doucement. J'envoie de l'argent chaque mois. Après qu'ils eurent de manger et pris leur bain, je les ai mis dans des vêtements propres. De vieilles affaires que j'avais et qui étaient beaucoup trop grandes, mais au moins elles étaient en propre. Puis je les ai bordés dans ma chambre d'amis. Ils se sont endormis presque immédiatement, recroquevillés l'un contre l'autre comme des chiots. Je suis resté assis au bord du lit pendant longtemps, les regardant respirer. Mes petits-enfants, les enfants de Michael, la seule famille qui me restait, et quelqu'un leur avait fait du mal. Je suis descendu et j'ai sorti mon téléphone. J'ai trouvé le numéro de Daniel, celui qu'elle m'avait donné il y a 3 ans en cas d'urgence. Je l'ai appelé. Pas de réponse. Directement sur la messagerie vocale. Daniel, c'est Lonnie. J'ai Jacob et Sophia. Ils sont apparus au parc ce matin. Rappelle-moi immédiatement. J'ai réessayé 1 heure plus tard, puis encore et encore. Rien. Ce soir-là, tandis que les enfants dormaient à l'étage, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai pensé à Michael, au fils que j'avais élevé, à l'homme bon qu'il avait été. Il avait rencontré Daniel 7 ans auparavant lors d'un événement caritatif. Elle était magnifique. Je devais lui accorder ça. Elle était raffinée, sophistiquée. Elle semblait l'adorer et lui était fou d'elle. Avec le recul, je pouvais désormais voir des choses que j'avais manquées. La manière dont elle l'avait lentement isolé de ses amis, comment elle avait toujours eu besoin d'un peu plus d'argent, les disputes concernant son mode de vie modeste, son travail embarrassant d'enseignant au collège. Quand il était mort, elle avait pleuré à l'enterrement, serré ses bébés contre elle et sangloté sur ce qu'ils avaient en perdu. J'avais cru à chaque larme. Mon téléphone a sonné à 21h30 ce soir-là. « Daniel, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Lonnie ?» Sa voix était pâteuse, ivre. « Tu ne peux pas juste prendre mes enfants. Tes enfants sont apparus seuls dans un parc, Daniel, sales et affamés. Où étais-tu ? Ça ne te regarde pas, je suis leur mère. Ramène-les tout de suite ou j'appelle la police. » J'ai pris une lente inspiration. 40 ans à côtoyer des gens comme elle m'avaient appris la patience. « Où es-tu, Daniel ? Je croyais que tu étais en Californie. » Une pause. « Je suis en Californie. »« Vraiment ? Parce que Jacob a dit que tu habitais à Salem. C'est à seulement 47 miles d'ici. » Une autre pause. Plus longue cette fois. « Bon, si l'homme. Et alors ? C'est moins cher que la Californie, et ça ne te regarde toujours pas. Tu m'as dit que tu étais en Californie. Tu me dis ça depuis 3 ans. Je ne te dois aucune explication, vieil homme. Garde juste les gosses pour ce soir. Je viendrai les chercher demain ou après-demain. Quand je pourrai. Quand je pourrai. Ma voix s'est durcie malgré moi. Daniel, ce sont tes enfants, les enfants de Michael. N'ose pas me jeter Michael à la figure. Tu crois que je voulais ça ? 2 enfants qui pleurent et pas d'argent. Et elle s'est arrêtée. Je viendrai les chercher quand je pourrai. Continue d'envoyer les chèques, Lonnie. C'est tout ce que tu as à faire. La ligne a coupé. Je suis resté assis là, dans ma cuisine sombre, mon téléphone à la main, et j'ai senti cette chose froide dans ma poitrine devenir encore plus froide. En 40 ans de travail dans la protection de l'enfance, j'avais appris à reconnaître certains schémas. La négligence, la manipulation, l'exploitation financière. Je ne m'attendais juste jamais à les voir au sein de ma propre famille. À l'étage, j'ai entendu Sophia pleurer dans son sommeil. Je suis monté, l'ai trouvée emmêlée dans les couvertures, gémissant. Des cauchemars. Je me suis assis près d'elle, lui ai caressé les cheveux jusqu'à ce qu'elle se calme. « C'est bon, ma chérie, » ai-je murmuré. « Papy est là. Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. » C'était une promesse, et après 40 ans à protéger des enfants, je savais exactement ce que cette promesse signifiait. Ce que je ne savais pas encore,
C'était jusqu'où je devrais aller pour la tenir. Le lendemain matin, j'ai fait des pancakes, de vrais, faits maison avec des myrtilles fraîches. Les enfants ont mangé comme s'ils ne devaient jamais s'arrêter, et honnêtement, je ne voulais pas qu'ils s'arrêtent. Les voir sourire, entendre Sophia glousser quand j'ai lancé un pancake trop haut et qu'il est resté collé au plafond, ça valait tout l'or du monde. Mais sous mon sourire, mon esprit travaillait. J'avais passé 4 décennies à apprendre comment le système fonctionnait, comment documenter les abus, comment monter des dossiers qui tiendraient devant les tribunaux, comment protéger les enfants des personnes qui auraient dû les aimer le plus. Je n'avais juste jamais pensé que j'aurais besoin d'utiliser ces compétences contre ma propre belle-fille. Après le petit déjeuner, j'ai posé d'autres questions à Jacob. Des questions douces, comme j'avais appris à en poser aux enfants ayant vécu un traumatisme. À quoi ressemblait une journée normale? Où dormait-il? Que mangeait-il? Le tableau qui s'est dessiné m'a glacé le sang. Daniel prenait mes 2 400 $ chaque mois depuis 3 ans. 86 400 $. Mais les enfants voyaient rarement de nouveaux vêtements. Ils mangeaient principalement des crackers, de la soupe en conserve, tout ce qui était le moins cher. Parfois, il n'y avait pas de nourriture du tout pendant des jours. Maman dit qu'elle a besoin de l'argent pour le loyer et les factures, a expliqué Jacob, essayant de la défendre même maintenant. Elle dit que tout est vraiment cher. Et Kevin? Ai-je demandé. Il travaille? Le visage de Jacob s'est assombri. Non, il est toujours à la maison. Lui et maman sortent beaucoup au restaurant et tout ça. Ils portent de beaux vêtements, mais nous devons rester à la maison. À quelle fréquence vous laisse-t-elle seule? Quelques fois par semaine. Parfois toute une nuit. Il a baissé les yeux. On est censé être silencieux. Les voisins ne doivent pas savoir qu'on est seul. 8 et 6 ans. Laissé seul la nuit, plusieurs fois par semaine. Sophia a tiré ma manche. « Papy, on peut rester ici? Je ne veux pas y retourner. » Je l'ai serré fort contre moi. « On va trouver une solution, ma chérie. Je te le promets. » Mais la vérité était que, légalement, je n'avais aucun droit. Daniel était leur mère. À moins que je ne puisse prouver qu'elle était inapte, prouver des abus réels ou de la négligence, elle pouvait les reprendre quand elle le voulait. Et je devais être intelligent à ce sujet. Si je poussais trop fort, trop vite, elle disparaîtrait avec eux, changer de numéro, déménager. Je ne les retrouverais plus jamais. Non, je devais monter un dossier, un vrai, inattaquable. J'avais besoin d'aide. Cet après-midi-là, tandis que les enfants jouaient dans mon jardin, jouaient vraiment comme des enfants devraient le faire. J'ai passé quelques appels. J'ai d'abord appelé la banque pour confirmer le montant total que j'avais envoyé à Daniel au cours des 3 dernières années. Ensuite, j'ai contacté un avocat avec qui j'avais collaboré sur des affaires de garde d'enfants il y a des années, juste pour évaluer mes options. L'avocat a été direct. Sans preuve d'abus ou de négligence, vous n'avez pas grand-chose. C'est la mère biologique. Il vous faudrait des documents, des témoins, des preuves de mise en danger. Et si vous obtenez cela, alors nous pourrons déposer une demande de garde d'urgence. Mais il faut que ce soit solide. Lonnie, les tribunaux n'aiment pas retirer des enfants à leurs parents sans une excellente raison. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté assis, pensif. Je pouvais obtenir ces preuves. Je savais comment. Je l'avais fait des centaines de fois pour d'autres familles. La question était de savoir si je pouvais le faire pour la mienne. La réponse est venue quand Sophia a couru vers moi, des taches d'herbe sur son pantalon emprunté, les joues rougies par la course. « Papy, regarde ça !» Elle a fait une roue bancale, imparfaite, magnifique. Oui, je pouvais le faire. Ce soir-là, Daniel a finalement rappelé. Elle semblait plus sobre cette fois, mais non moins froide. Je viendrai les chercher demain après-midi. Qu'ils soient prêts. Daniel, nous devons parler de... Non, Lonnie, nous n'avons pas à le faire. Tu n'es pas leurs parents. Je le suis. Fin de la discussion? Je veux juste m'assurer qu'ils vont bien. Peut-être pourrais-je leur rendre visite plus souvent. Je ne suis qu'à 47 miles d'ici. Je ne savais pas que tu étais si près. Elle a ri, un rire sec et cassant. Bien sûr, parce que tu es un si bon grand-père. Où étais-tu ces 3 dernières années? L'accusation m'a piqué parce qu'elle était en partie vraie.
J'aurais dû leur rendre visite. J'aurais dû insister davantage. Mais elle avait déménagé, changé de numéro, trouvé des excuses chaque fois que je suggérais de venir les voir. « Je suis là maintenant », ai-je dit doucement, « et j'aimerais faire partie de leur vie. Continue d'envoyer les chèques, Lonnie, c'est ton rôle. » Elle a raccroché de nouveau. Je suis resté assis, téléphone en main, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis les 3 ans qui avaient suivi la mort de Michael, depuis que j'avais pris ma retraite et que je m'étais laissé sombrer dans une routine tranquille. Un but. Ces enfants avaient besoin de moi. Les enfants de mon fils avaient besoin de moi. Et Danielle la manipulatrice, la négligente, la cruelle, venait de commettre sa plus grande erreur. Elle m'avait rappelé qui j'étais autrefois. Le lendemain, j'ai préparé un grand petit déjeuner pour les enfants. Je leur ai donné à chacun un sac avec des collations et des bouteilles d'eau. Puis, j'ai attendu. Danielle est arrivée à 2 heures de l'après-midi, au volant d'une voiture bien trop luxueuse pour quelqu'un qui prétendait à peine pouvoir payer son loyer. Elle était impeccable. Jean de marque, lunettes de soleil coûteuses, des bijoux qui n'étaient certainement pas fantaisie. Ses ongles étaient fraîchement manucurés. Ses cheveux coiffés par un professionnel, tout cela payé avec l'argent que j'avais envoyé pour ses enfants. « Les enfants, venez », a-t-elle dit sans même me saluer. « Nous devons y aller. » Jacob et Sophia m'ont regardé avec des yeux suppliants, mais j'ai hoché la tête. « C'est bon, allez-y. » Ils ont ramassé leurs affaires lentement, traînant les pieds. Quand ils m'ont serré dans leurs bras pour me dire au revoir, Jacob a murmuré « Je ne veux pas partir. »« Je sais, mon grand, mais je te reverrai bientôt. Je te le promets. » Danielle a observé la scène avec des yeux froids. Tandis que les enfants montaient dans la voiture, elle s'est tournée vers moi. « Merci pour le babysitting, Lonnie. J'attendrai le chèque de ce mois-ci à temps. » J'ai souri. Mon sourire n'a probablement pas atteint mes yeux. « Bien sûr. 2400 $ comme toujours. »« Bien. Et Lonnie ?» Elle s'est approchée, baissant la voix. « Ne te fais pas d'idées. Ce sont mes enfants. Michael est mort. Tu n'es que le vieil homme qui écrit des chèques. C'est tout ce que tu seras jamais. » Elle est montée dans la voiture et est partie. Les visages des enfants étaient pressés contre la vitre arrière, me regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Je suis resté là, dans mon allée, longtemps après leur départ. Je pensais, je planifiais. Danielle avait raison sur une chose. Michael était mort. Mon fils, mon unique enfant, était parti. Et j'avais somnambulé pendant ces 3 dernières années, envoyant de l'argent et essayant de me convaincre que c'était suffisant. Mais elle avait tort sur tout le reste. Je n'étais pas juste un vieil homme. J'étais quelqu'un qui avait passé 40 ans à apprendre comment protéger les enfants de personnes exactement comme elle. Je connaissais le système. Je connaissais la loi. Je savais comment documenter, enquêter, monter des dossiers qui tiendraient devant n'importe quel tribunal. Et surtout, je savais quand quelqu'un faisait du mal aux enfants. Danielle venait de déclarer la guerre au mauvais grand-père. Je suis rentré, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Ce dont j'avais besoin, qui j'aurais besoin d'appeler, comment faire cela correctement, parce que j'allais le faire correctement, légalement, dans les règles de l'art, de manière inattaquable. Et quand j'aurais fini, Danielle ne perdrait pas seulement mes chèques mensuels, elle perdrait tout. Le matin après que Danielle ait repris les enfants, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce brouillard qui s'était installé sur moi depuis la mort de Michael, celui qui rendait tout distant et irréel, avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de vif et de concentré. J'ai fait du café et me suis assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes juridique, notant tout ce que Jacob et Sophia m'avaient raconté. Chaque détail sur le fait d'être laissé seul, chaque mention de faim, des cris de Kevin, des portes verrouillées et des placards vides. Dans mon ancien métier, nous appelions cela la documentation, le fondement de toute bonne affaire. Mais la simple documentation ne suffirait pas. Il me fallait plus. Je devais voir par moi-même. Vers midi, j'ai pris la route pour Salem, à 47 miles au sud, sur la I-5. Le trajet m'a pris moins d'1 heure. J'avais trouvé l'adresse de Danielle grâce aux informations bancaires des virements. Elle avait dû fournir une adresse pour recevoir l'argent.
Elle habitait dans un complexe d'appartements délabrés, près de Lancaster Drive, le genre d'endroit où la peinture s'écaille et où l'herbe du jardin agonise. Je ne me suis pas présenté à sa porte. Au lieu de cela, je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu, observant, comme je l'avais fait lors de dizaines de visites à domicile au fil des ans, avant de me faire connaître. Il ne m'a pas fallu longtemps pour discerner un schéma. L'immeuble disposait d'une petite aire de jeu, avec des balançoires cassés et un toboggan rouillé. Vers 15 heures, Jacob et Sophia sont sortis seuls. Ils se sont assis sur les balançoires, sans vraiment se balancer. Juste là, comme s'ils attendaient quelque chose. N'importe quoi pour briser la monotonie. J'ai observé pendant 2 heures. Aucun adulte n'est venu vérifier qu'ils allaient en bien. Pas de Daniel à la fenêtre, rien. Finalement, une femme est sortie d'un appartement voisin. Elle a regardé les enfants, a froncé les sourcils, puis est rentrée. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec des sandwichs et des petites briques de jus. Les enfants les ont pris avec gratitude, et elle a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre depuis ma voiture. Ils ont hoché la tête. Elle est rentrée. Ce n'était pas la première fois que cette femme nourrissait mes petits-enfants. Je pouvais le dire à la façon dont cela s'était déroulé, si automatiquement, au regard résigné sur son visage. Mes mains se sont crispées sur le volant. Combien de fois des inconnus avaient-ils nourri les enfants de Michael parce que leur mère était trop occupée à dépenser mon argent pour elle-même? Vers 17h30, un pick-up déglingué est entré sur le parking. Un homme en est sorti, la trentaine, trapu, vêtu d'un débardeur taché. Il n'a pas regardé les enfants en entrant dans l'immeuble de Daniel. Ça devait être Kevin. Les enfants l'ont vu aussi. Toute leur attitude a changé. Ils sont descendus des balançoires immédiatement et se sont dépêchés de rentrer, la tête baissée. Je suis resté là jusqu'au coucher du soleil, observant cet appartement. Les lumières se sont allumées. Des ombres bougeaient derrière les rideaux. Mais personne n'est ressorti. En rentrant, j'ai repensé à cette voisine, à la façon dont elle avait regardé ses enfants avec pitié, mais sans surprise. Combien de personnes avaient vu ce qui se passait et n'avaient rien fait, n'avaient appelé personne. Mais d'un autre côté, j'avais envoyé 86 000 $ et je n'étais jamais venu. Je n'avais jamais exigé de preuves de la façon dont l'argent était dépensé. Je n'avais jamais remis en question pourquoi Daniel continuait à trouver des excuses pour que je ne puisse pas venir les voir. Nous étions tous coupables de quelque chose, mais j'en avais fini d'être coupable d'inaction. Le lendemain matin, j'ai appelé quelqu'un avec qui j'avais travaillé des années auparavant, Amanda Richards. Nous avions été collègues au Multnomah County Social Services Department. Elle avait gravi les échelons depuis, dirigeant maintenant toute la division. Nous étions restés en contact sporadiquement, par des cartes de Noël et des emails occasionnels. J'ai appelé son bureau. Son assistante a tenté de me faire patienter, mais j'ai utilisé mes anciennes références, me présentant comme Lonnie Turner, retraitée des services de protection de l'enfance, et elle m'a passé. « Lonnie, c'est vraiment toi ?» La voix d'Amanda était chaleureuse mais surprise. « Ça fait quoi, environ 3 ans ?»« Amanda, j'ai besoin de te parler. Officieusement. » Il y eut une pause. Quand elle a repris la parole, son ton avait viré à l'inquiétude professionnelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai raconté. Pas tout. Pas mon plan tel qu'il était, mais le fait que les enfants soient apparus au parc, ce qu'il m'avait dit, et le fait de les avoir vus seuls dans ce complexe d'appartements. « As-tu déposé un rapport ?» a-t-elle demandé. « Pas encore. »« Amanda, c'est ma belle-fille. Si je dépose un rapport officiel et que rien n'en ressort, elle disparaîtra avec ses gamins. Je ne les reverrai plus jamais. Lonnie, tu sais que je ne peux pas. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit d'officiel. Je te demande conseil à quelqu'un qui connaît le système aussi bien que moi. » Une autre pause. « Officieusement, documente tout. Trouve des témoins si tu peux. Des photos, des vidéos, tout ce qui est concret. Les tribunaux ont besoin de preuves, pas seulement d'allégations. Et Lonnie, sa voix s'est adoucie. Sois prudent. Les affaires familiales sont les plus difficiles, surtout quand on est émotionnellement impliqué. Je sais, mais ce sont les enfants de Michael, Amanda, mes petits-enfants. Je sais,
C'est pourquoi tu dois être intelligent à ce sujet. Promets-moi que tu feras ça dans les règles. Toujours. Après avoir raccroché, je suis resté assis, réfléchissant à ses conseils. Preuves, témoins, documentation. Je pouvais obtenir tout cela, mais j'aurais besoin d'aide pour les parties que je ne pouvais pas gérer seul. Cet après-midi-là, j'ai cherché des détectives privés dans la région de Portland. J'en ai trouvé un avec de bonnes critiques et de l'expérience dans les affaires familiales. Il s'appelait Gerald Morgan et son bureau se trouvait sur Northwest 23 Avenue. Son bureau était petit mais professionnel. Des classeurs, un bureau couvert de dossiers, des certificats au mur. Morgan lui-même avait la cinquantaine, les cheveux grisonnants, les yeux vifs, le genre d'homme qui remarque tout. « Monsieur Turner » a-t-il dit en me serrant la main. « Votre message indiquait qu'il s'agissait d'une affaire familiale. » Je lui ai tout exposé. L'argent que j'envoyais, l'état dans lequel j'avais trouvé les enfants, ce que j'avais observé à Salem, et ce dont j'avais besoin. Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise. « Vous comprenez ? Ce que vous demandez, c'est une surveillance de votre belle-fille. Je comprends. Et vous voulez des preuves de négligence, des relevés financiers si possible, et tout ce qui pourrait étayer une demande de garde ? Oui. Il m'a donné un prix. 3 500 $ d'honoraires initiaux, avec des coûts supplémentaires selon la durée de l'enquête. C'était une somme considérable, plus d'1 mois de ce que j'envoyais à Daniel. Mais voir ses enfants assis seuls sur ces balançoires cassés, attendant qu'un étranger leur apporte à manger, j'ai signé le chèque sans hésiter. Combien de temps cela prendra-t-il ? Ai-je demandé. Cela dépendra de ce que nous trouverons. Ça pourrait être une semaine, ça pourrait être 1 mois. Je commencerai par une surveillance de base. Ses allées et venues, qui lui rend visite, combien de temps les enfants sont laissés seuls. Ensuite, je me pencherai sur les dossiers financiers, pour voir si je peux retracer où votre argent va réellement. Pouvez-vous faire cela légalement ? Il a souri légèrement. J'ai mes méthodes. Tout ce que je vous fournirai sera recevable devant les tribunaux. Je vous le promets. Nous nous sommes serrés la main à nouveau, et je suis parti, avec le sentiment d'avoir enfin fait quelque chose de concret, quelque chose qui n'était pas juste resté là à me sentir impuissant. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était Daniel. « Lonnie, j'ai besoin du chèque de ce mois-ci plus tôt. Peux-tu l'envoyer aujourd'hui ?» J'ai failli rire. L'audace de cette femme. Ce n'est même pas encore la fin du mois, Daniel. Je l'envoie toujours le 1er. Oui, eh bien, j'en ai besoin maintenant. Les enfants ont besoin de choses. Les enfants, n'est-ce pas ? Les enfants qui portèrent des vêtements 2 tailles trop petits et mangeaient des sandwichs de la voisine. De quoi ont-ils besoin spécifiquement ? Ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Je ne sais pas, Lonnie. Des fournitures scolaires, des vêtements, de la nourriture, les trucs habituels. Pourquoi tu m'interroges comme ça ? Je veux juste m'assurer que mon argent est dépensé pour les bonnes choses. Sa voix est devenue acerbe. Excuse-moi ? Tu m'accuses de quelque chose ? Pas du tout. Je pose juste des questions. Eh bien, ne le fais pas. Ton travail est d'envoyer de l'argent. C'est tout. Tu n'as pas à remettre en question la façon dont j'élève mes enfants. C'était ça, encore. Mes enfants, comme si Michael n'avait jamais existé, comme si je n'avais aucun lien avec eux. J'enverrai le chèque le 1er comme d'habitude, ai-je dit calmement. Sérieusement ? Tu vas me faire attendre 2 semaines de plus ? Oui, a-t-elle juré avant de raccrocher. Je suis resté assis dans ma voiture, le téléphone toujours à la main, et j'ai repensé à cette conversation, à la colère pleine de suffisance dans sa voix quand j'avais suggéré avoir le moindre droit de savoir comment mon argent était utilisé. 40 ans de travail avec des gens comme Daniel m'avaient appris quelque chose d'important. Ils ne pensent jamais faire quoi que ce soit de mal. Ils se convainquent qu'ils méritent tout ce qu'ils prennent, que leurs besoins sont plus importants que ceux de quiconque, et ils ne s'arrêtent jamais d'eux-mêmes. Quelqu'un doit les y forcer. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Gerald Morgan. Il avait déjà commencé la surveillance. Les photos jointes montraient Daniel quittant son appartement vers 11 h ce matin-là, tiré à 4 épingles, montant dans cette belle voiture que j'avais déjà vue. Elle n'était pas rentrée avant 19 h ce soir-là.
La photo suivante montrait les enfants sur ces balançoires, seuls, encore une fois. Horodatage. 14h15. J'ai enregistré les photos dans un dossier sur mon bureau. J'ai commencé un dossier d'affaires, exactement comme je le faisais au travail. Organisé, méthodique, car Danielle avait commis une erreur cruciale lorsqu'elle s'était tenue dans mon allée et m'avait dit de continuer à envoyer des chèques et de rester hors de sa vie. Elle avait oublié à qui elle avait affaire. Je n'étais pas juste un vieil homme accablé par le chagrin. J'étais quelqu'un qui avait passé 4 décennies à monter des dossiers contre des personnes qui faisaient du mal aux enfants. Je connaissais chaque faille, chaque loi, chaque ruse, et je venais de commencer à toutes les utiliser. 2 jours plus tard, Danielle s'est présentée à ma porte sans prévenir. C'était en début de soirée, et elle avait l'air échevelée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Son maquillage était un peu étalé, ses cheveux pas aussi parfaits que d'habitude. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, me bousculant pour entrer chez moi. J'ai fermé la porte calmement. « À propos de quoi ?»« À propos de toi qui me suis. Je t'ai vu à Salem l'autre jour, assis dans ta voiture en face de mon appartement. J'avais été prudent. Apparemment pas assez, mais j'ai gardé un visage impassible. J'étais dans le coin. J'ai pensé que je pourrais passer voir les enfants. Lonnie, tu es restée là pendant des heures. J'ai vu ta voiture quand je suis rentré. Et où étais-tu pour rentrer si tard? Ses yeux ont lancé des éclairs. Ce ne sont pas tes affaires. Ça le devient quand tu dépenses l'argent que j'envoie pour tes enfants sur toi-même pendant qu'ils sont assis dehors, seuls, nourris par des étrangers. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais voulu, mais j'en avais marre de faire bonne figure. Marre de faire semblant de ne pas voir ce qui était juste devant moi. Elle s'est approchée, sa voix tombant à un ton dangereux. « Écoute-moi bien, vieil homme. Ces enfants sont les miens. Michael est parti, et je suis tout ce qu'ils ont. Soit tu continues à envoyer ces chèques, et tu restes en dehors de ma vie, soit je disparais avec eux, et tu ne les reverras plus jamais. C'est ton choix. » Nous sommes restés là, à nous fixer du regard. 2 personnes qui avaient toutes deux aimé Michael à leur manière, désormais campées sur des positions opposées, dans ce qui ressemblait à une guerre. « Je veux les voir », ai-je dit doucement, avec insistance. « Si je les soutiens financièrement, je veux réellement être leur grand-père. » Elle a ri. « Oh, maintenant tu veux être papy. Où était cette énergie il y a 3 ans quand j'ai déménagé? Tu ne m'as pas combattu à l'époque. » Elle avait raison, et nous le savions tous les deux. Je l'avais laissé les emmener. J'avais été si perdu dans le chagrin de la perte de Michael que j'avais simplement laissé faire. « Je me bats maintenant », ai-je rétorqué. Quelque chose dans mon ton a dû faire mouche, car son expression a changé, devenant calculatrice. « D'accord, tu peux les voir 1 fois par mois, sous surveillance, chez moi. Je les veux ici. Des visites avec nuitée. » Absolument pas. Alors nous sommes dans une impasse. Elle m'a étudié un long moment. De quoi s'agit-il vraiment, Lonnie? Tu essaies d'apaiser ta culpabilité? De te sentir mieux après avoir été un grand-père minable pendant 3 ans? Il s'agit de la sécurité et du bien-être de ces enfants. Ils sont en sécurité. Ils sont avec leur mère, n'est-ce pas? Parce que d'après ce que j'ai vu, d'après ce que tu as vu pendant un après-midi de filature, tu ne sais rien de nos vies. Alors aide-moi à comprendre. Montre-moi. Laisse-moi leur rendre visite correctement. Laisse-moi voir que l'argent que j'envoie est réellement utilisé pour eux. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Tu auras ce que je te donne, Lonnie. Et si tu continues à insister, tu n'auras rien du tout. Pense-y. Elle est partie en claquant la porte derrière elle. Je suis resté là, dans mon salon vide, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer plus profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas une négociation, c'était une menace, et j'avais déjà été menacé par des experts. Ça ne s'était jamais bien terminé pour eux. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Gérald Morgan. « Nous avons quelque chose », a-t-il dit. « Pouvez-vous venir au bureau ?» J'y étais en 20 minutes. Morgan avait étalé plusieurs dossiers sur son bureau. Je la suis depuis 1 semaine maintenant. Voici ce que j'ai trouvé. Il m'a montré une chronologie détaillée. Daniel quittait son appartement presque tous les jours, entre 11h et 19h. Les enfants étaient laissés seuls pendant la majeure partie de ces heures.
Parfois, la voisine venait vérifier. Parfois, il restait simplement sur ses balançoires jusqu'à la tombée de la nuit. « Où va-t-elle » ai-je demandé. « Principalement faire du shopping dans des magasins haut de gamme, aussi des restaurants, des salons de manucure, des rendez-vous chez le coiffeur. Elle dépense de l'argent, Monsieur Turner. Beaucoup d'argent. Il a sorti des relevés bancaires. J'ai un contact qui peut accéder aux dossiers financiers par des voies légales, une assignation à comparaître pour les affaires de pension alimentaire. Ce sont les relevés bancaires de Daniel pour le mois dernier. J'ai regardé les chiffres, les 2400 que je lui avais virés. Puis les sorties, 1200 pour le loyer, les services publics et l'épicerie. Mais le reste, Nordstrom, 550. Sephora, 230. 4 restaurants différents pour un total de plus de 600. Une bijouterie, 380. C'est presque 5000 en un seul mois, a dit Morgan. Vos 2400 plus 2500 d'ailleurs. D'où vient l'autre argent? C'est là que ça devient intéressant. Il a sorti un autre document. Elle a une autre source de revenus. Des dépôts mensuels de 1500 de la part d'un certain Kevin Sanders. Kevin, le petit ami? Que savons-nous de lui? Morgan m'a tendu une vérification d'antécédents. Kevin Sanders, 36 ans. Casier judiciaire. Vol à l'étalage, agression, trouble à l'ordre public. Rien de majeur, mais une récurrence. Actuellement sans emploi. Il vit dans cet appartement avec Daniel et les enfants. J'ai regardé la photo. Le même type que j'avais vu sortir de ce camion. Comment lui paie-t-il 1500 par mois s'il est sans emploi? Bonne question. Je suis en train d'enquêter là-dessus. Mais voici ce qui compte pour votre dossier. Elle gagne près de 4000 par mois entre votre pension et ce que Sanders apporte, mais elle le dépense pour elle-même, pas pour les enfants. Pouvons-nous prouver cela devant les tribunaux avec ces relevés bancaires? Absolument. Surtout si on les combine avec le témoignage sur l'état des enfants quand vous les avez trouvés, plus les photos de surveillance montrant qu'ils sont laissés seuls. Je me suis adossé, assimilant tout cela. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Des preuves, des documents. Le genre de preuves qui tiendraient la route devant un tribunal de la famille. « Quelle est ma prochaine étape ?» ai-je demandé. « Vous avez besoin d'un avocat, un bon avocat spécialisé en droit de la famille qui pourra déposer une demande de garde d'urgence. Avec ce que nous avons ici, vous avez un dossier solide pour prouver la négligence ?» J'ai hoché la tête lentement. J'avais déjà cherché des avocats, passé quelques appels. Il y en avait un qui était fortement recommandé pour les affaires familiales. Carlos Vasquez, bureau en centre-ville. « De combien de temps supplémentaire avez-vous besoin ?» ai-je demandé à Morgan. « Je recommanderais 1 semaine de surveillance de plus, juste pour établir la récurrence. S'assurer que ce n'est pas un événement isolé. Les juges aiment voir de la cohérence. Faites-le, quoi qu'il en coûte. » Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rassemblé les pièces du puzzle, rencontré Carlos Vasquez, un avocat brillant, cher, mais Amanda l'avait recommandé, et je lui ai tout raconté. Il a écouté attentivement, examiné les preuves fournies par Morgan, puis a hoché la tête. Nous pouvons déposer une demande de garde d'urgence pour négligence et abus financiers concernant les pensions alimentaires. La procuration falsifiée sera également utile si nous parvenons à le prouver. Mais, Monsieur Turner, vous devez comprendre que la situation va devenir très désagréable. Daniel va riposter et le tribunal de la famille peut être impitoyable. Je le sais pour avoir témoigné dans de nombreuses affaires de garde. Être de l'autre côté est une expérience différente. Je comprends, ai-je répondu. Mais ces enfants ont besoin de quelqu'un pour se battre pour eux. Il m'a communiqué le montant de ses honoraires initiaux. 450 $ pour la consultation, puis un tarif horaire. Encore de l'argent. Mais à quoi d'autre allais-je le dépenser? J'avais de toute façon l'intention de tout laisser aux enfants de Michael. Autant l'utiliser maintenant pour les sauver. Morgan m'a rappelé le 1er juillet. « Vous allez vouloir voir ça », m'a-t-il dit. Je me suis rendu à son bureau. Il m'a tendu une enveloppe qui avait été livrée chez moi. J'avais fait réexpédier mon courrier à son bureau pour les besoins de l'enquête. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas, Davidson & Associates, basé à Salem. Je l'ai lue 2 fois pour m'assurer de bien comprendre.
Danielle demandait la garde de l'héritage laissé aux enfants de Michael Turner par leur grand-père. Plus précisément, elle voulait le contrôle de la fiducie qui détenait ma maison sur Cedar Avenue, celle que j'avais placée dans une fiducie pour Jacob et Sophia afin qu'elle leur appartienne à leurs 21 ans. La maison valait 487 000 $. Et jointe à la requête légale se trouvait une copie d'une procuration prétendument signée par moi, donnant à Danielle le droit de gérer les biens des enfants jusqu'à leur majorité. J'ai fixé cette signature. Elle ressemblait à la mienne, les boucles et les courbes, la façon dont je barrais mes T. Mais je n'avais jamais, au grand jamais, signé ce document. « Elle a falsifié votre signature », a dit Morgan d'une voix calme. J'ai levé les yeux vers lui. « Pouvez-vous le prouver ?» Nous pouvons faire appel à un expert en écriture, comparer cette signature à des échantillons connus de la vôtre. Cela coûtera environ 2 800 $. Mais oui, nous pouvons le prouver. 2 800 $ pour prouver qu'elle avait falsifié un document légal, pour prouver qu'elle tentait de me voler ma maison, l'héritage que j'avais laissé à mes petits-enfants, tout en les négligeant avec l'argent que je leur envoyais. J'ai repensé à Danielle, debout dans mon allée, ruisselante de bijoux, me disant de continuer à envoyer des chèques et de me mêler de mes affaires. J'ai repensé à Jacob et Sophia, assis sur ces balançoires cassés, affamés et seuls. Et j'ai repensé à mon fils Michael, qui aimait ses enfants plus que tout, qui avait fait confiance à cette femme pour s'occuper d'eux. « Faites-le », ai-je dit, en parlant de l'analyse graphologique. « Et Morgan, je veux tout. Chaque détail de ses déplacements, de ses dépenses, de ses fréquentations. Je veux des preuves documentées de chaque heure où ses enfants sont laissés seuls, de chaque repas qu'il manque. Tout. La facture va grimper. Je m'en fiche. Donnez-moi tout ce dont j'ai besoin pour l'enterrer au tribunal. » Morgan a souri d'un air sombre. « Oui, monsieur. J'ai quitté son bureau et suis rentré chez moi, cette procuration falsifiée me brûlant les mains dans ma mallette. Pendant tout ce temps, j'avais cru que Danielle était simplement négligente, égoïste et immature. Mais ceci était différent. C'était calculé. Elle avait planifié de s'emparer de ma maison, de la vendre et d'empocher un demi-million de $ pendant que ses enfants mouraient de faim, et elle avait tenté de le faire légalement, en utilisant un document falsifié portant mon nom. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma cuisine avec une tasse de café et j'ai de nouveau examiné ce document. Cette signature qui était la mienne, mais qui ne l'était pas, ce langage juridique qui lui aurait tout donné. 40 ans passés au service de protection de l'enfance m'avaient appris beaucoup de choses. Comment cerner les gens, comment monter des dossiers, comment protéger les enfants des pires formes de maltraitance. Mais cela m'avait aussi appris autre chose. Parfois, le système est trop lent. Parfois, le temps que vous rassembliez toutes vos preuves, que vous déposiez tous vos documents et que vous convainquiez les tribunaux d'agir, il est trop tard. Le mal est fait. Je n'allais pas laisser cela arriver aux enfants de Michael. Danielle pensait jouer aux échecs avec quelqu'un qui ne connaissait pas les règles, quelqu'un qui se contenterait d'envoyer ses chèques et de se retirer tranquillement à la retraite. Elle avait oublié que j'avais passé 40 ans à apprendre ces règles, à savoir comment les utiliser, à protéger les innocents de gens exactement comme elle, et je venais de comprendre précisément comment les appliquer. À présent, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à dresser une liste. Tout ce dont j'avais besoin pour déposer une demande de garde d'urgence. Chaque document, chaque témoin, chaque preuve. Carlos Vasquez aurait besoin de tout cela. Dehors, par ma fenêtre, la nuit d'été était douce et silencieuse. Quelque part à 47 miles de là, mes petits-enfants étaient probablement éveillés dans cet appartement, se demandant si quelqu'un les sauverait un jour. Ils n'auraient plus à se poser la question très longtemps, car Danielle avait commis une dernière erreur fatale. Elle m'avait montré exactement qui elle était, ce qu'elle était prête à faire, jusqu'où elle irait. Et c'est là que j'ai compris comment la lui faire payer pour chaque nuit de faim, chaque après-midi de solitude, chaque mensonge qu'elle avait proféré. Non par colère, ni par vengeance, mais par la loi, les documents, le même système que j'avais utilisé pendant 40 ans pour protéger les enfants de gens comme elle. Elle voulait jouer avec les documents légaux et les droits de garde. Parfait. Voyons comment elle s'en sortirait face à quelqu'un qui avait écrit les règles du jeu,
Le lendemain matin de la réception de cette procuration falsifiée, je me trouvais dans le bureau de Carlos Vasquez, au 12e étage d'un immeuble du centre-ville de Portland. Son bureau offrait une vue imprenable sur la Willamette River grâce à ses fenêtres allant du sol au plafond. Mais je n'étais pas là pour admirer le paysage. J'ai fait glisser le document falsifié sur son bureau, accompagné des dossiers de preuve de Morgan. Carlos, la quarantaine bien entamée, était élégant et doté d'un esprit encore plus affûté. Amanda l'avait recommandé comme le meilleur avocat en droit de la famille du comté, et en le voyant examiner les documents, je comprenais pourquoi. Son regard parcourait les pages avec rapidité et précision, saisissant des détails que la plupart des gens auraient manqués. « C'est un faux », a-t-il déclaré après avoir examiné la procuration. « La signature semble bonne, mais il y a des incohérences dans la pression du stylo. Regardez ici », a-t-il indiqué, en désignant des boucles spécifiques. Celles-ci ont été tracées, pas écrites naturellement. Pouvons-nous le prouver au tribunal ? Nous aurons besoin d'un expert en écriture, quelqu'un de certifié pour témoigner. Cela vous coûtera environ 2 800 $ pour l'analyse complète et le témoignage au tribunal. Je n'ai pas hésité. Faites-le. Il a sorti un bloc-notes et a commencé à prendre des notes. D'accord, nous avons donc une potentielle falsification, ce qui est un crime en Oregon. Nous avons aussi ces photos de surveillance montrant la négligence. Les relevés bancaires prouvant l'utilisation abusive des fonds de pension alimentaire. C'est une base solide pour une demande de garde d'urgence. Combien de temps avant que nous puissions déposer la demande ? J'ai besoin de l'analyse graphologique d'abord. Cela prendra environ 2 semaines. Ensuite, nous déposerons une demande de garde d'urgence auprès de la Multnomah County Circuit Court, en nous basant sur le danger immédiat pour le bien-être des enfants. Nous devrons également déposer une plainte pénale auprès du Portland Police Bureau concernant la falsification et la fraude financière. 2 semaines, 14 jours de plus pendant que Jacob et Sophia restaient dans cet appartement avec Daniel et Kevin. « Quelles sont nos chances ?» ai-je demandé. Carlos s'est penché en arrière sur sa chaise. Honnêtement, avec ces preuves, je dirais 70, peut-être 75% pour une garde temporaire. L'audience permanente dépendra de ce que nous découvrirons d'autre et de la façon dont l'avocat de Daniel défendra son dossier. Mais Lonnie, vous devez comprendre que ça va devenir laid. Elle va se battre. Le tribunal de la famille fait ressortir le pire chez les gens. Je sais, je l'ai vu maintes fois de l'autre côté. Être de ce côté-ci est différent, a-t-il dit. C'est personnel. Ce sont vos petits-enfants. Vous devez vous y préparer. J'ai pensé aux yeux creux de Jacob dans le parc, à Sophia pleurant dans son sommeil, à cette voisine qui nourrissait mes petits-enfants parce que leur propre mère ne le faisait pas. « Je suis prêt », ai-je dit. Il m'a communiqué ses honoraires, 450 $ pour la consultation d'aujourd'hui, 275 $ de l'heure après cela, avec une provision de 5 000 $ pour commencer, plus les frais de justice, les frais de dépôt, les experts. Cela allait me coûter bien plus de 10 000 $ au final. Peut-être davantage. J'ai fait le chèque sans sourciller. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai appris à connaître l'attente. Attendre que l'expert en écriture termine son analyse, attendre les rapports de surveillance continue de Morgan, attendre le bon moment pour frapper. Mais je ne restais pas les bras croisés. J'ai contacté la voisine de l'immeuble de Daniel. Morgan l'avait identifiée comme Patricia Flores, 42 ans. Infirmière au Salem Hospital. Je suis allé à Salem et j'ai frappé à sa porte un après-midi. Elle était méfiante au début, debout sur le pas de sa porte, les bras croisés. « Qui êtes-vous » ? « Je suis Lonnie Turner, le grand-père de Jacob et Sophia. » Son expression a changé immédiatement, s'adoucissant. « Oh, ces pauvres petits. Entrez. » Son appartement était petit mais propre, rempli de photos de ses propres enfants. Elle m'a préparé du café et nous nous sommes assis à sa table de cuisine. « Depuis combien de temps les nourrissez-vous » ai-je demandé. Elle a baissé les yeux vers sa tasse. « Peut-être 6 mois. Je les ai remarqués dehors seuls un jour, l'air affamé. J'ai commencé à leur apporter des sandwichs. Puis c'est devenu régulier. À quelle fréquence Daniel les laisse-t-elle seuls ? 3, 4 fois par semaine, parfois toute la nuit. Cet homme avec qui elle est, Kevin, il est méchant. Je l'entends crier à travers les murs.
Les enfants ont peur de lui. Seriez-vous prête à en témoigner devant le tribunal? Elle a croisé mon regard. Absolument. Ces enfants méritent mieux. J'ai obtenu sa déclaration par écrit et je l'ai fait signer. Une preuve de plus pour Carlos. La surveillance de Morgan a continué. Il avait obtenu la permission du propriétaire de l'immeuble d'installer une caméra dans le couloir. Parfaitement légal. Le propriétaire voulait de toute façon surveiller le bâtiment. Les images étaient accablantes. Daniel partant à 11 heures du matin, ne revenant qu'après la tombée de la nuit. Les enfants assis parfois dans le couloir, attendant que quelqu'un rentre. Patricia venant les voir, leur apportant de la nourriture. Une vidéo montrait Kevin bousculant les enfants pour entrer dans l'appartement, les ignorant à peine. Ils se sont recroquevillés contre le mur à son passage. J'ai regardé ces images 3 fois, sentant cette chose froide dans ma poitrine devenir de plus en plus glaciale à chaque visionnage. Puis, 2 semaines après notre première rencontre, Carlos a appelé. L'analyse graphologique est terminée. C'est sans aucun doute un faux. Le docteur Melissa Chen a comparé la signature à des échantillons connus de votre écriture. L'expert a relevé 12 incohérences distinctes qui prouvent qu'elle a été tracée, et non originale. Quelle est notre prochaine étape? Nous déposons le dossier demain matin. Je soumettrai la requête de garde d'urgence au tribunal avec toutes nos preuves. Simultanément, vous devrez vous rendre au Portland Police Bureau pour déposer une plainte pénale concernant la falsification et la fraude. Ensuite, nous attendrons la date d'audience. Les audiences d'urgence ont généralement lieu dans la semaine. Tenez-vous prêts. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui allait arriver, à la réaction de Danielle quand elle comprendrait ce que j'avais fait, à savoir si le juge verrait ce que je voyais. 2 enfants ayant désespérément besoin de protection. Vers 3 heures du matin, je me suis levé et je suis allé dans l'ancienne chambre de Michael. Je l'avais gardé pratiquement intact depuis qu'il était parti il y a des années. Ses trophées de lycée toujours sur l'étagère, des photos de lui enfant. J'en ai pris une de son 8e anniversaire. Il souriait à pleines dents à l'appareil photo, édenté et heureux, tenant un gant de baseball que je lui avais offert. « Je vais arranger ça, mon fils, » ai-je murmuré. « Je vais les protéger. Je te le promets. » Le lendemain matin, j'ai retrouvé Carlos au palais de justice. Nous avons déposé la requête d'urgence accompagnée de 43 pages de preuves. Photos de surveillance, relevés bancaires, l'analyse graphologique, le témoignage de Patricia, les rapports détaillés de Morgan. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au Portland Police Bureau et j'ai déposé une plainte formelle contre Daniel Turner pour falsification, fraude et détournement de fonds de pension alimentaire. L'officier qui a recueilli ma déposition était jeune et professionnel. « C'est une accusation grave, monsieur Turner. » « Je sais, et j'ai des preuves sérieuses. » Je lui ai remis des copies de tout. La procuration falsifiée, l'analyse d'experts, les relevés financiers montrant où mon argent était réellement allé. Il a tout examiné, puis a levé les yeux vers moi. « Nous allons ouvrir une enquête. Un détective voudra probablement vous interroger dans les prochains jours. Je me rendrai disponible. » En sortant de ce poste de police, j'ai senti quelque chose changer. Les rouages étaient en marche. Plus de retour en arrière possible. Mon téléphone a sonné. C'était Carlos. « Nous avons une date d'audience. Une audience d'urgence est prévue la semaine prochaine. La juge Patricia Morrison présidera. Elle est dure mais juste. Bien? Lonnie, tu dois te préparer. Danielle devra être informée de cette audience. Elle saura que tu cherches à obtenir la garde. Elle aura le temps de préparer sa défense. » J'ai pensé à Danielle, debout dans mon allée, ruisselante de bijoux payés avec de l'argent destiné à ses enfants affamés. À sa voix froide me disant de continuer à envoyer des chèques et de rester en dehors de sa vie. « Qu'elle se prépare, » ai-je dit. « Je me prépare à ça depuis le début de ma carrière. » 2 jours plus tard, Danielle a appelé. Sa voix était différente, une rage contenue et tendue au lieu d'un mépris dédaigneux. « Tu as déposé une requête de garde. Tu as perdu la tête? » « Non, Daniel, je pense enfin clairement. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas leur parent. Toi non plus, apparemment. Un parent ne laisse pas des enfants de 8 et 6 ans seuls pendant 12 heures d'affilée.
Un parent ne dépense pas l'argent de la pension alimentaire pour des vêtements de marque pendant que ses enfants mangent des crackers pour le dîner. Comment oses-tu? J'ose parce que j'ai des preuves. Relevés bancaires, images de surveillance, témoignages, analyses d'experts de cette procuration falsifiée que tu as essayé d'utiliser pour me voler ma maison. Un silence assez long à l'autre bout du fil pour que je pense qu'elle avait raccroché. Puis, quelle procuration falsifiée? Ne joue pas à ça, Daniel. Nous savons tous les deux que tu as falsifié ma signature. L'expert en écriture l'a prouvé. C'est un crime d'ailleurs, tout comme la fraude. J'ai déjà déposé des plaintes pénales. Sa respiration s'est accélérée. Paniqué. Tu mens, tu inventes ça pour... Non, et tu verras toutes les preuves à l'audience la semaine prochaine. Prends un bon avocat, Daniel. Tu vas en avoir besoin. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ça m'a fait du bien. Plus de bien que ça n'aurait probablement dû. Le week-end précédant l'audience, Morgan a appelé avec une preuve supplémentaire. Tu vas vouloir voir ça? Je l'ai retrouvé à son bureau. Il a lancé une vidéo sur son ordinateur. C'est de la caméra du couloir d'il y a 3 nuits. L'horodatage indiquait 23 heures. La vidéo montrait Daniel et Kevin quittant l'appartement, tous deux habillés, riant de quelque chose. Ils sont passés devant la porte de la chambre des enfants sans même s'arrêter. Regarde ce qui se passe 1 heure plus tard, a dit Morgan. L'horodatage a sauté à minuit. La porte de l'appartement s'est légèrement ouverte. Le visage de Jacob est apparu, regardant dans le couloir. Il était en pyjama. Il a regardé autour de lui, puis a refermé la porte. Il vérifie s'ils sont rentrés, ai-je dit doucement. Ça empire. Regarde ça. 2 heures du matin. La porte s'est rouverte. Cette fois, les 2 enfants sont sortis. Ils se sont assis dans le couloir, le dos contre le mur, attendant. Sophia pleurait en silence. Jacob l'avait serrée dans ses bras. Ils sont restés assis là pendant 43 minutes avant de rentrer. Daniel et Kevin ne sont revenus qu'à 4h30 du matin. J'ai regardé cette vidéo jusqu'à en mémoriser chaque seconde. Ces 2 petites silhouettes assises dans ce couloir vide, attendant une mère qui ne se souciait pas assez d'eux pour rentrer à la maison. Pouvons-nous utiliser ça au tribunal? Ai-je demandé, bien que Carlos l'ait déjà inclus dans le dossier de preuves qu'il avait déposé. La veille de l'audience, j'ai à peine mangé. Impossible de me concentrer sur quoi que ce soit. Je ne cessais de repasser des scénarios dans ma tête. Et si le juge ne croyait pas aux preuves? Et si Daniel avait une explication plausible? Et si j'échouais avec ses enfants, comme je les avais laissés tomber pendant 3 ans? Cette nuit-là, j'ai appelé Carlos. Sommes-nous prêts? Autant que nous pourrons l'être. J'ai toutes les preuves organisées. Patricia Flores sera là pour témoigner. Les rapports de Morgan sont exhaustifs. L'expert en écriture est en attente si nous avons besoin de lui. Eloni, nous avons le droit de notre côté. Ces enfants ont besoin d'être protégés, et tu es le seul à agir pour ça. Et si ce n'est pas suffisant, alors nous ferons appel. Nous continuerons à nous battre. Mais je pense que demain, ça va tourner en notre faveur. J'espérais qu'il avait raison, car je venais de tirer le premier coup de feu dans une guerre que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Le bâtiment du Multnomah County Circuit Court se trouvait au centre-ville, une structure imposante de béton et de verre. Je suis arrivé 30 minutes en avance, vêtu du seul costume que je possédais, celui que j'avais acheté pour les funérailles de Michael il y a 3 ans. Carlos m'a rejoint dans le couloir devant la salle d'audience. Il portait une mallette en cuir qui, je le savais, contenait toutes les preuves que nous avions recueillies. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé, comme si j'étais sur le point de témoigner dans une affaire que j'avais préparée 100 fois. Sauf que cette fois, c'est ma famille. C'est normal. Rappelez-vous simplement de rester calme. Répondez directement aux questions. Ne laissez pas les émotions l'emporter sur les faits. Le juge doit vous voir comme un tuteur stable et compétent. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé, lambrissée et formelle. Le banc de la juge Patricia Morrison dominait l'avant de la pièce. Elle n'était pas encore là, mais le greffier était en train de s'installer. Puis Daniel est entré. Je m'attendais à la voir inquiète, peut-être effrayée. Au lieu de cela, elle avait l'air confiante. Elle portait une robe sobre, un maquillage minimal, les cheveux tirés en arrière.
Elle s'était transformée en l'image même d'une mère respectable. Son avocate l'accompagnait, une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un tailleur coûteux, qui se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui avait gagné de nombreuses affaires. Danielle m'a vu et ses yeux se sont durcis, mais elle n'a rien dit, se contentant de prendre place de l'autre côté de la salle. « Veuillez vous lever », a annoncé le greffier. La juge Morrison est entrée. Elle avait la soixantaine, les cheveux argentés, des yeux perçants qui ne laissaient rien échapper. Elle siégeait depuis 20 ans, selon Carlos, et avait vu toutes sortes d'affaires familiales. Elle s'est assise, a examiné quelques documents, puis a levé les yeux. Nous sommes ici pour une requête d'urgence en matière de garde déposée par Lonnie Turner concernant ses petits-enfants, Jacob et Sophia Turner, actuellement sous la garde de leur mère, Danielle Turner. Monsieur Vasquez, vous représentez le requérant. Carlos s'est levé. Oui, votre honneur. Et Madame Patterson, pour la défendresse. L'avocate de Danielle s'est levée. Oui, votre honneur. Alors, procédons. Monsieur Vasquez, présentez votre dossier. Carlos a ouvert sa mallette et a commencé à présenter méthodiquement les preuves. Il a commencé par mon témoignage, comment j'avais trouvé les enfants dans le parc, ce qu'il m'avait dit, ce que j'avais observé. Puis il est passé au dossier financier. Votre honneur, Monsieur Turner a envoyé à Danielle Turner 2 400 $ par mois pendant 3 ans, pour un total de 86 400 $. Cette somme était spécifiquement destinée aux soins des enfants. Cependant, comme le montrent ses relevés bancaires, Madame Turner a dépensé moins de 30% de ses fonds pour des dépenses réellement liées aux enfants. Il a projeté les relevés sur un écran. Les chiffres étaient accablants. 4 800 $ dépensés en un seul mois, la majeure partie en restaurant, shopping, divertissement. J'ai observé le visage de Danielle. Elle gardait toujours cette expression composée, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. De plus, a poursuivi Carlos, nous avons des preuves de surveillance montrant que Madame Turner laissait régulièrement les enfants sans surveillance pendant de longues périodes. Il a diffusé les vidéos. Jacob et Sophia assis seuls sur ses balançoires. La voisine leur apportant de la nourriture. La scène du couloir à minuit, où ils avaient attendu leur mère. Le calme de Danielle s'est légèrement fissuré. Son avocate s'est penchée et lui a murmuré quelque chose. La juge Morrison a regardé les vidéos sans expression, mais elle prenait des notes. Carlos a ensuite appelé Patricia Flores à témoigner. Patricia s'est dirigée vers la barre des témoins, a prêté serment et a raconté son histoire. Comment elle avait nourri les enfants pendant 6 mois, à quelle fréquence ils étaient laissés seuls, à quel point ils semblaient effrayés par Kevin. Et selon votre opinion professionnelle en tant qu'infirmière travaillant avec des enfants, a demandé Carlos, ces enfants étaient-ils correctement pris en charge? Non, a répondu Patricia fermement. Ils étaient négligés. L'avocate de Danielle a contre-interrogé Patricia de manière insistante et délibérée, tentant de suggérer qu'elle exagérait ou nourrissait une rancune contre Danielle. Mais Patricia est restée ferme, son témoignage inébranlable. C'est alors que Carlos a lâché la bombe. Votre honneur, nous avons également des preuves de falsification criminelle. Madame Turner a soumis une procuration prétendument signée par Monsieur Turner, lui donnant le contrôle sur des biens détenus en fiducie pour les enfants. Spécifiquement, une maison évaluée à 487 000 $. Il a présenté le document falsifié ainsi que l'analyse graphologique. Le docteur Melissa Chen, experte certifiée en documents médico-légaux, a déterminé que cette signature avait été tracée et non écrite naturellement. Il y a 12 incohérences distinctes avec la signature réelle de M. Turner. Il s'agit d'une falsification et M. Turner a déposé des plaintes pénales auprès du Portland Police Bureau. C'est à ce moment-là que la façade de Danielle s'est complètement effondrée. Son visage est devenu pâle, pas seulement pâle, mais de la couleur du vieux papier. Ses mains, qui avaient été calmement posées sur la table, ont commencé à trembler. Elle a serré le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Ce n'est pas », a-t-elle commencé à dire, mais son avocate lui a saisi le bras, la faisant taire. La juge Morrison a regardé Danielle directement. « Madame Turner, ce sont de graves allégations. Avez-vous une réponse ?» L'avocate de Danielle s'est levée rapidement.
Votre honneur, nous contestons la validité de cette soi-disant analyse médico-légale. Ma cliente a signé ce document de bonne foi. Je ne lui ai jamais donné ce document à signer, ai-je dit en me levant. Carlos m'a lancé un regard, mais je ne pouvais pas rester silencieux. Je n'ai jamais autorisé aucune procuration. Elle a falsifié ma signature pour tenter de voler ma maison. Monsieur Turner, veuillez vous asseoir, a dit la juge Morrison, mais son ton n'était pas désagréable. Vous aurez l'occasion de témoigner sous serment. Je me suis assis, mais j'ai observé le visage de Daniel. La panique était là maintenant, claire comme le jour. Ses yeux balayaient la salle d'audience comme si elle cherchait une issue de secours. Sa respiration était devenue superficielle et rapide. Elle réalisait en temps réel que son plan parfait s'effondrait. L'audience a continué pendant 1 heure de plus. Carlos a présenté d'autres preuves. Des dossiers médicaux montrant que les enfants étaient en sous-poids pour leur âge. Des dossiers scolaires de leur ancienne école montrant des problèmes d'assiduité. Plus d'enregistrements de surveillance. Puis ce fut le tour de Daniel. Son avocate a tenté de sauver la situation, dépeignant Daniel comme une mère célibataire en difficulté, faisant de son mieux dans des circonstances difficiles. Madame Turner a perdu son mari il y a 3 ans, a plaidé Miss Patterson. Elle a élevé seule 2 jeunes enfants, tout en faisant face au deuil et aux difficultés financières. Oui, peut-être que sa gestion budgétaire n'était pas parfaite. Peut-être qu'elle s'est appuyée sur ses voisins plus que l'idéal. Mais ce sont les actions de quelqu'un de dépassé, pas de quelqu'un de négligent. La juge Morrison a écouté, mais je pouvais voir qu'elle n'y croyait pas. Puis Daniel a pris la barre. Elle a essayé de maintenir son rôle de mère posé, mais les fissures continuaient d'apparaître. Lorsque Carlos l'a contre-interrogée, lui posant des questions sur des dépenses spécifiques, elle a trébuché. Cette dépense de 550 $ chez Nordstrom, à quoi servait-elle? Des vêtements pour les enfants. Les enfants portèrent des vêtements 2 tailles trop petits quand je les ai trouvés, ai-je dit depuis mon siège. Monsieur Turner, a averti la juge Morrison, Carlos a sorti des reçus. Selon le relevé détaillé, cet achat concernait des vêtements de créateurs pour femmes, taille 6. Votre taille, Madame Turner, pas des tailles pour enfants. Le visage de Daniel a rougi. J'avais besoin de vêtements professionnels pour des entretiens d'embauche. Pourtant, vous n'avez pas travaillé depuis 3 ans, selon les dossiers d'emploi. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Carlos a continué, démolissant méthodiquement chaque excuse qu'elle offrait. L'achat de bijoux pour un événement important. Quel événement? Elle ne pouvait pas s'en souvenir. Les frais de restaurant répétés. Emmener les enfants pour des gâteries. Pourtant, aucun de ces restaurants n'avait de menu pour enfants, selon nos recherches. Finalement, Carlos a posé des questions sur la procuration. Madame Turner, avez-vous falsifié la signature de Lonnie Turner sur ce document? Non, je ne ferai jamais ça. Alors, comment expliquez-vous l'analyse médico-légale montrant que la signature a été tracée? L'expert se trompe. Je ne l'ai pas fait. Quelqu'un d'autre a dû le faire. Elle était en pleine spirale maintenant, sa voix devenant plus aiguë, plus désespérée. L'acte de la mère posée avait complètement disparu. C'était quelqu'un qui avait été pris la main dans le sac et le savait. « Qu'en est-il de Kevin Sanders ?» a demandé Carlos. « Votre petit ami qui vit avec vous et les enfants ?» L'avocate de Daniel a objecté. Mais la juge Morrison l'a autorisé. « Kevin n'a rien à voir avec ça », a dit Daniel. « Il a un casier judiciaire, y compris pour agression. Est-ce exact? C'était il y a des années. Il a changé. Pourtant, des voisins rapportent l'avoir entendu crier sur les enfants. Correct? » Daniel a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle a regardé son avocate désespérément, mais Miss Patterson n'avait rien à lui offrir. La juge Morrison en avait assez entendu. « Je déclare une suspension pour examiner les preuves », a-t-elle dit. « Nous nous réunirons à nouveau dans 30 minutes. » Ces 30 minutes ont semblé des heures. Carlos et moi nous sommes assis dans le couloir, tandis que Daniel et son avocate se concertaient dans un coin. J'entendais la voix de Daniel monter, colérique et effrayée, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. De retour dans la salle d'audience, la juge Morrison avait l'air sévère. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, y compris les images de surveillance, les relevés financiers,
les témoignages et les graves allégations de falsification, je rends la décision suivante. Daniel agrippa de nouveau la table. Je pouvais voir tout son corps se raidir. J'accorde la garde temporaire de Jacob et Sophia Turner à leur grand-père, Lonnie Turner, pour une période de 60 jours, en attendant une enquête et une audience complète. Pendant cette période, Madame Turner n'aura qu'un droit de visite supervisée, 2 heures par semaine, sous la surveillance d'un tuteur désigné par le tribunal. « Non !» s'écria Daniel en se levant d'un bond. « Vous ne pouvez pas faire ça, ce sont mes enfants. »« Madame Turner, asseyez-vous !» dit la juge Morrison d'un ton sec. Mais Daniel n'écoutait plus. « C'est insensé, c'est un vieil homme, il ne peut pas s'occuper d'eux. Il essaie juste de me les voler parce qu'il est seul et pathétique. Madame Turner, je vous déclarerai coupable d'outrage au tribunal si vous ne vous asseyez pas immédiatement. » L'avocate de Daniel essayait de la tirer pour la rasseoir, mais Daniel la repoussa. Elle me pointa du doigt, le visage tordu de rage. « C'est de votre faute. Vous n'avez pas pu vous en tenir là. Vous avez dû vous immiscer. Ils allaient bien. Ils mouraient de faim, dis-je doucement. Ils étaient assis sous un banc dans le parc, sales et effrayés, pendant que vous dépensiez mon argent en bijoux. C'est un mensonge. Je suis une bonne mère. Je les aime. Alors pourquoi se sont-ils enfuis ? Demandai-je. Cela l'arrêta net. Pendant une seule seconde, quelque chose qui ressemblait à de la honte traversa son visage. Puis, l'huissier fut là, la conduisant loin de la table. Elle continuait de crier, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « Tu es un monstre, Lonnie, un vieil homme horrible et vindicatif. Tu le regretteras, je les récupérerai. Ils sont à moi, à moi. » Les portes de la salle d'audience se refermèrent derrière elle, étouffant ses cris. La juge Morrison me regarda. « Monsieur Turner, je vous confie le bien-être de ces enfants. Ne me faites pas regretter cette décision. » Je me levai. « Je ne le ferai pas à votre honneur, je vous le promets. » Alors que nous quittions la salle d'audience, Carlos souriait largement. « Ça s'est passé encore mieux que prévu. Avez-vous vu son visage quand nous avons présenté les preuves de falsification? J'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Je l'avais vue. J'avais vu le moment exact où Daniel avait réalisé qu'elle avait perdu. Quand toutes ces manipulations et ces mensonges s'étaient effondrés autour d'elle, cela aurait dû être satisfaisant, et ça l'était. Mais sous cette satisfaction, il y avait autre chose. De la tristesse pour ce qu'était devenue cette femme, pour ce qu'elle avait fait aux enfants de Michael. Devant le palais de justice, mon téléphone sonna. C'était le bureau du district scolaire. Je les avais contactés avant l'audience, expliquant la situation. « Monsieur Turner, nous avons traité vos formulaires d'inscription pour Jacob et Sophia. Ils peuvent commencer à Laurelhurst Elementary la semaine prochaine. »« Merci, » dis-je. Carlos me frappa sur l'épaule. « Vous l'avez fait, Lonnie. Ces enfants sont en sécurité maintenant. »« Pour 60 jours, » corrigeai-je. « Ensuite, nous recommencerons tout pour la garde permanente. Nous gagnerons aussi. Surtout après la performance de Daniel aujourd'hui. » Il avait probablement raison. Mais je ne célébrais pas encore parce qu'en marchant vers ma voiture, j'entendais toujours la voix de Daniel résonner dans cette salle d'audience. « Tu le regretteras. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Et Daniel m'avait montré aujourd'hui exactement ce que j'avais toujours su de mon travail. Les gens qui blessent les enfants ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ils n'acceptent pas les conséquences avec grâce. Ils ripostent, salement si nécessaire. La question était de savoir à quel point Daniel était prêt à se battre salement. Je le découvrirais assez tôt. Mais pour l'instant, je devais aller chercher mes petits-enfants et les ramener chez eux, là où ils devaient être. Les premières semaines avec Jacob et Sophia de retour à la maison furent meilleures que je n'aurais pu l'imaginer. Ils ont commencé l'école à Laurelhurst Elementary, à quelques pâtés de maison de chez moi. Chaque matin, je leur préparais le petit déjeuner, un vrai petit déjeuner. Des œufs, du pain grillé et des fruits frais. Sophia bavardait sur ce qu'elle voulait porter. Jacob me parlait des livres qu'il lisait. Ils redevenaient des enfants au lieu de survivants. Mais je savais que cela ne durerait pas sans un combat. La première attaque vint par les voies officielles. Tôt un matin, environ 3 semaines après le début de l'arrangement de garde temporaire, on frappa à ma porte.
2 travailleurs sociaux des services de protection des adultes se tenaient sur mon porche, l'air désolé, mais déterminé. « Monsieur Turner, nous avons reçu une plainte alléguant que vous pourriez ne pas être physiquement capable de prendre soin de 2 jeunes enfants à votre âge. Nous devons effectuer un contrôle de bien-être et une évaluation. » Je m'attendais à quelque chose comme ça. Daniel n'était pas du genre à accepter la défaite en silence. « Entrez, dis-je. Les enfants prennent leur petit déjeuner. » Ils passèrent 2 heures chez moi, interrogèrent les enfants séparément, posèrent des questions sur les repas, les heures de coucher, l'école, s'ils se sentaient en sécurité. Ils ont inspecté la maison, la chambre des enfants, et vérifié le réfrigérateur et le garde-manger. Ensuite, ils m'ont demandé de me soumettre à une évaluation médicale et à un bilan psychologique. C'est la procédure standard quand quelqu'un de votre âge prend la garde principale, a expliqué l'assistante sociale la plus âgée. Elle était au moins compatissante. Je sais que cela semble intrusif, mais nous devons donner suite à toutes les plaintes. Je comprends. J'ai travaillé dans ce système, vous vous souvenez? Elle a souri légèrement. Je sais, Monsieur Turner. C'est pourquoi je suis sûr que vous réussirez haut la main. L'évaluation s'est déroulée au cours de la semaine suivante. L'examen physique a révélé une bonne tension artérielle, un cœur sain et aucune diminution cognitive. Le psychologue m'a posé des questions pendant 90 minutes sur la gestion du stress, le développement de l'enfant et mon système de soutien. Lorsque les résultats sont arrivés, les 2 évaluations ont conclu la même chose. J'étais parfaitement capable de prendre soin de Jacob et Sophia. La plainte a été classée sans suite. J'ai appris plus tard que Daniel l'avait déposée. Elle avait prétendu que j'étais sénile et dangereux. Kevin avait apparemment appelé la ligne d'information plusieurs fois sous différents noms, se faisant passer pour un voisin inquiet. Leur première contre-attaque avait échoué, mais Daniel ne faisait que commencer. Un soir de fin août, Carlos m'a appelé. Sa voix était tendue. « Lonnie, as-tu consulté les réseaux sociaux dernièrement? Je n'utilise pas les réseaux sociaux. Pourquoi? Il faut que tu vois ça. » Il m'a envoyé un lien vers une publication Facebook. Elle provenait du compte de Daniel et avait été partagée plus de 1000 fois. La publication était longue, émouvante, accompagnée d'anciennes photos d'elle avec Michael et les enfants. Elle s'y dépeignait comme une veuve éplorée et une mère aimante dont les enfants avaient été volés par un beau-père vindicatif ayant des relations dans le système des services sociaux. « Il a utilisé son ancien poste pour manipuler les tribunaux ?» avait-elle écrit. « Il a fabriqué des preuves, payé des gens pour mentir à mon sujet et utilisé son pouvoir pour me prendre mes bébés. Je me bats pour eux, mais il a le système de son côté. S'il vous plaît, partagez ceci. J'ai besoin que les gens connaissent la vérité. » Les commentaires étaient partagés. Certaines personnes y voyaient clair, mais d'autres la croyaient entièrement. « C'est dégoûtant. Bats-toi pour tes enfants, maman. » Je savais que le système était corrompu. Cela le prouve. Ce vieil homme devrait avoir honte de lui. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages de numéros inconnus. Certains étaient de soutien, mais beaucoup étaient hostiles. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me traitant de tout, de kidnappeurs à des choses pires que je ne répéterai pas. Carlos était inquiet. Cela pourrait influencer l'opinion publique. Si ça empire, cela pourrait même affecter la perception du juge lors de l'audience permanente. Pouvons-nous répondre? Non, sans avoir l'air sur la défensive. Et nous ne pouvons pas divulguer de preuves publiquement. Ce sont des documents judiciaires scellés. Nous devons juste faire le dos rond. Alors, j'ai fait le dos rond, ignoré les messages, me suis concentré sur les enfants, les ai emmenés au parc, les ai aidés avec leurs devoirs, leur ai lu des histoires au coucher, laissant Daniel jouer ses jeux sur les réseaux sociaux pendant que je faisais ce qui comptait vraiment. Mais Gérald Morgan travaillait sur autre chose. Il m'a appelé un mardi après-midi. Vous vous souvenez que j'ai dit avoir des contacts qui pouvaient obtenir des relevés téléphoniques par des voies légales? Oui. Eh bien, le bureau du procureur a assigné les relevés téléphoniques de Daniel dans le cadre de l'enquête criminelle sur la falsification. Et ils ont trouvé quelque chose de très intéressant. Quoi? Un appel téléphonique entre Daniel et Kevin Sanders, passé environ 2 semaines avant que vous ne trouviez les enfants dans le parc. La conversation a été enregistrée. L'Oregon est un État à consentement unilatéral et le téléphone de Kevin était sous surveillance dans le cadre d'une enquête distincte sur certaines de ses activités.
Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'ont-ils dit? Vous allez vouloir entendre ça par vous-même. Pouvez-vous venir à mon bureau? J'y étais en 20 minutes. Morgan avait le fichier audio en attente sur son ordinateur. C'est du début juin, avant que les enfants ne s'enfuient, avant même que vous ne sachiez ce qui se passait, a-t-il dit en appuyant sur lecture. La voix de Daniel est sortie des haut-parleurs, légèrement déformée, mais clairement reconnaissable. Je te le dis, Kevin, nous sommes assis sur une mine d'or. La maison de ce vieil homme vaut près d'1 demi-million. La voix de Kevin. Mais c'est dans une fiducie pour les enfants, n'est-ce pas? Comment on l'obtient? Je t'ai déjà dit que j'avais falsifié sa signature sur une procuration. Mon avocat dit qu'une fois déposé, j'aurai le contrôle légal de leur héritage jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Et il ne s'en rendra pas compte? Daniel a ri, d'un rire froid et calculateur. Lonnie, s'il te plaît. Il m'envoie de l'argent depuis 3 ans sans poser une seule question. Il se sent trop coupable à propos de Michael pour interférer. Au moment où il réalisera ce qui s'est passé, la maison sera vendue. Quelle est ma part? On partage. 400 000 pour toi, 400 000 pour moi. À peu de choses près. Peut-être qu'on garde 87 000 pour les frais de clôture et autres dépenses? Et les morveux? Il y a eu une pause. Puis Daniel a dit d'une voix qui m'a glacé le sang. Une fois que nous aurons l'argent, nous les mettrons en famille d'accueil. Disons que je n'en peux plus. Le système les prendra et nous serons libres. Nous pourrons déménager quelque part de sympa. La Californie peut-être? Recommencer à zéro? Sans les enfants qui se plaignent tout le temps. Exactement. Plus de responsabilités. Juste nous et assez d'argent pour vivre comme on veut. Kevin a ri. J'aime ta façon de penser. L'enregistrement a continué. Ils discutaient des agents immobiliers à contacter, de la manière de dissimuler l'argent et des endroits où ils pourraient déménager. Ils parlèrent des enfants comme s'il s'agissait de meubles encombrants dont il fallait se débarrasser. Morgan a arrêté la lecture. Il y en a plus, mais vous avez compris l'idée. Je suis resté assis, fixant l'écran de l'ordinateur, ressentant quelque chose au-delà de la colère, au-delà de la trahison. C'était une froideur qui s'était installée jusqu'à mes os. Daniel n'avait pas seulement été négligente. Elle n'avait pas seulement été égoïste. Elle avait systématiquement planifié de voler ses propres enfants et de les abandonner ensuite à l'État. Et elle l'avait fait tout en dépensant mon argent en bijoux et en restaurants. C'est recevable au tribunal? Ai-je demandé. Absolument. Cela a été obtenu légalement dans le cadre de l'enquête du DA. Et Lonnie, cela change tout. Ce n'est plus seulement de la négligence. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude, une conspiration en vue d'abandonner des enfants, de l'exploitation financière. Le DA va adorer ça. J'ai écouté l'enregistrement 3 fois de plus. Chaque fois, le rire de Daniel, lorsqu'elle parlait de placer les enfants en famille d'accueil, me frappait plus fort. C'était les enfants de Michael, les petits-enfants qu'il avait tant désirés, et elle avait prévu de les jeter dans le système comme s'ils n'étaient rien. Envoyez ça à Carlos, ai-je dit, et au DA. Je veux qu'ils entendent exactement à qui ils ont affaire. C'est déjà fait, je l'ai envoyé ce matin. Ce soir-là, j'étais assis sur mon porche pendant que les enfants faisaient leurs devoirs à l'intérieur. J'entendais Sophia chanter pour elle-même. Jacob expliquait un problème de maths à voix haute. Des bruits d'enfants normaux, des bruits joyeux, des bruits qui n'existeraient pas si le plan de Daniel avait fonctionné. Mon téléphone a sonné. « Carlos, tu l'as écouté ?» ai-je demandé. « Oui. Lonnie, c'est la preuve irréfutable dont nous avions besoin. L'audience pour la garde permanente est prévue pour la mi-septembre. Le DA va également engager des poursuites pénales. Plus seulement la falsification, mais la conspiration, la fraude, la mise en danger d'enfants, l'exploitation financière. On parle de plusieurs crimes. Combien de temps pourrait-elle prendre avec ces preuves? Le DA pense qu'ils peuvent obtenir 4, peut-être 5 ans, plus la perte permanente des droits parentaux. J'aurais dû me sentir triomphant. C'était exactement ce pourquoi j'avais travaillé. La justice, la protection des enfants, les conséquences des actions de Daniel, mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue, de la tristesse pour ce que les enfants de Michael avaient traversé, de la tristesse que cela en soit arrivé là. « Lonnie, a dit Carlos, tu es toujours là?
Oui, je réfléchis juste. À quoi? À quel point elle a failli s'en tirer? Si ces enfants n'avaient pas été assez courageux pour s'enfuir et me trouver? Si je n'avais pas décidé de me battre? Mais tu l'as fait. Et maintenant ces enfants sont en sécurité, c'est ça qui compte. Il avait raison. Mais écouter cet enregistrement, entendre Daniel rire en parlant d'abandonner les enfants de Michael comme s'ils étaient des déchets, cela allait me hanter. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'était Daniel. Tu as trouvé l'enregistrement? Sa voix était monocorde, différente du ton confiant et manipulateur du fichier audio. Je ne l'ai pas trouvé. Le DA l'a fait dans le cadre de son enquête criminelle. Tu vas vraiment les laisser m'inculper? M'envoyer en prison? Je ne t'envoie nulle part, Daniel. Tu t'es fait ça toute seule. Ces enfants ont besoin de leur mère. Non, ai-je dit doucement. Ils ont besoin de quelqu'un qui les aime vraiment, quelqu'un qui ne vendra pas leur héritage et ne les placera pas en famille d'accueil dès que ça l'arrange. Silence. Ce n'était que des paroles. Kevin et moi, on fantasmait juste. On n'aurait jamais vraiment. Gardez ça pour votre avocat, ou mieux encore, gardez ça pour le jury. Lonnie, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais arrêter la campagne sur les réseaux sociaux. J'admettrai que j'ai fait des erreurs. Ne les laisse juste pas m'inculper. Tu as falsifié ma signature pour voler tes propres enfants. Tu les as négligés pendant des années en dépensant leur pension alimentaire pour toi-même. Tu as comploté pour les abandonner. Et maintenant tu veux que je fasse disparaître tout ça? Je suis la veuve de Michael. Il voudrait... Michael aurait honte de ce que tu es devenu, de ce que tu as fait à ses enfants. J'ai entendu sa respiration s'accélérer, paniquer. Tu vas le regretter, vieil homme. Quand ces enfants réaliseront que tu as envoyé leur mère en prison, ils te haïront. Ils ne te pardonneront jamais. Peut-être. Mais ils seront en sécurité. Ils seront nourris. Ils seront aimés. C'est plus important que de savoir s'ils comprennent en ce moment. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, Jacob m'a posé des questions sur sa mère. « On la reverra, papy ?» J'ai pensé à cet enregistrement, à l'audience permanente à venir, à ce que l'avenir pourrait réserver. Je ne sais pas, mon grand. Le tribunal en décidera. Mais pour l'instant, tu es ici avec moi. Tu es en sécurité, et c'est ce qui compte le plus. Il a hoché la tête, puis est retourné à son livre. En sécurité. Ce mot n'avait jamais eu autant de sens, et je ferai en sorte que cela reste ainsi, quoi que Daniel tente ensuite. L'audience de garde permanente a eu lieu début septembre. La campagne de Daniel sur les réseaux sociaux s'était intensifiée, mais la situation a basculé quand des extraits des documents judiciaires ont fuité en ligne. Ces sections de commentaires se sont remplies de gens qui s'interrogeaient sur ses dépenses alors que ses enfants avaient faim. La salle d'audience était bondée. Le procureur a déposé des accusations criminelles, faux, complot, vol par tromperie, négligence envers un enfant, tous des crimes graves. Daniel a plaidé non coupable. La caution a été fixée à 50 000 $. Carlos a présenté notre dossier méthodiquement. Images de surveillance, témoignages de Patricia, relevés financiers montrant comment 86 400 $ avaient été dépensés. Puis il a fait écouter l'enregistrement audio. La voix de Daniel a rempli la salle d'audience. Une fois que nous aurons l'argent, nous les placerons en famille d'accueil. Le système s'en chargera et nous serons libres. Ses jointures sont devenues blanches, serrant la table. Quand la juge Morrison lui a demandé si c'était sa voix, Daniel a balbutié des excuses à propos de Kevin, disant qu'elle ne le pensait pas, mais le mal était fait. Son avocat a essayé de la dépeindre comme dépassée et manipulée. Le procureur a montré que l'enregistrement avait été obtenu légalement. Mon témoignage a été direct. Je savais ce qui était le mieux pour ses enfants, et ce n'était pas d'être laissé seul pendant 12 heures ou de se faire voler leur héritage. La décision de la juge Morrison a été rapide. J'accorde la garde légale permanente complète à Lonnie Turner avec effet immédiat. Les droits parentaux de Madame Turner sont par la présente révoqués. « Non !» a crié Daniel. « Ce sont mes bébés !» Mais la juge a poursuivi. Restitution de 86 400 $ plus 12 000 $ et 300 $ de frais de justice. La fiducie est restée intacte, avec moi
comme fiduciaire. Daniel a essayé de m'approcher alors que l'huissier la conduisait. « Tu me prends tout !» Je l'ai regardé directement. « Tu as tout gâché toi-même. Tu as utilisé la mémoire de Michael et mon argent tout en prévoyant d'abandonner ses enfants. La justice n'est pas une vengeance, Daniel. C'est juste toi qui fais face aux conséquences de tes choix. » Ce soir-là, j'ai récupéré Jacob et Sophia. Ils ont demandé des crêpes pour le dîner, bavardant de leur journée. Ils n'ont pas posé de questions sur le tribunal. Ils étaient juste des enfants. Pendant que je faisais des crêpes et qu'ils coloriaient, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas la décision du tribunal. C'était ce moment. 2 enfants qui avaient eu faim et peur, maintenant riant à ma table de cuisine. C'était pour ça que je m'étais battu. Le procès pénal a eu lieu fin septembre. La salle d'audience était bondée de journalistes. Daniel semblait abattu dans une robe simple. Kevin était assis séparément avec son propre avocat. L'accusation a tout présenté. Vidéo de surveillance, témoignage de Patricia, l'expert en écriture, l'enregistrement audio. L'avocat de Daniel a tenté la défense de la veuve désespérée, mais le procureur l'a démoli. Vous avez dépensé 550 $ chez Nordstrom alors que vous aviez des difficultés financières? Le procureur a demandé pour des entretiens d'embauche. Vous n'avez pas travaillé depuis 3 ans. L'enregistrement a été rejoué. Le rire de Daniel alors qu'elle discutait d'abandonner ses enfants a résonné dans la salle d'audience. Le jury a délibéré pendant 6 heures. J'étais assis avec Carlos, attendant. Levez-vous tous. Les verdicts sont tombés un par un. Faux, coupable. Vol, coupable. Négligence, coupable. Complot, coupable. Daniel a enfoui son visage dans ses mains. Kevin fixait le vide, immobile. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. La juge Morrison a été directe. Il s'agissait d'actes calculés et prémédités visant à frauder et à abandonner des enfants. Daniel a écopé de 4 ans à l'Oregon State Penitentiary, plus 3 ans de probation. Kevin a écopé de 5 ans. Tous 2 ont été condamnés à payer une restitution complète. Alors que l'huissier la menottait, Daniel m'a regardé. « S'il vous plaît, dites aux enfants que je les aime. » J'aurais pu ne rien dire, mais j'ai pensé aux futures questions de Jacob et Sophia. « Je leur dirai, » ai-je dit doucement. « Mais l'amour, c'est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. Et ce que tu as fait, c'est les abandonner pour de l'argent. » Dehors, Carlos m'a serré la main. « C'est fait. Les enfants sont gagnés, » ai-je corrigé. « Ils ont une chance maintenant. » Cette nuit-là, les enfants ont couru vers moi avec des histoires d'école. Sophia a eu un A à son test d'orthographe. Jacob a intégré l'équipe de football. Des choses normales, belles. Plus tard, sur mon porche, une tasse de café à la main, je ne me sentais pas triomphant, juste soulagé, reconnaissant. Justice avait été rendue. Pas vengeance, justice. Et les choses étaient enfin en ordre. La vie a trouvé son rythme. Crêpes du samedi avec Motown Records en fond sonore. École, devoirs, histoire du soir. Jacob a rejoint le football. Sophia s'est fait des amis. Ils ont commencé une thérapie avec le docteur Kim, qui a dit qu'ils étaient résilients et en voie de guérison. Carlos a déposé les papiers d'adoption. Je voulais être leur père légalement, pas seulement leur grand-père. Un soir d'octobre, dans le jardin, Jacob a demandé « Maman va-t-elle revenir un jour ?» J'ai posé mes sécateurs. Non, elle est en prison. Même quand elle sortira, elle n'aura pas la garde. C'est terminé. Penses-tu qu'elle nous aime vraiment? La question difficile, mais il méritait la vérité. Je pense que ta mère aimait l'idée de vous, mais le véritable amour signifie faire passer les besoins de quelqu'un en premier, être là quand c'est difficile. Elle n'a pas fait ça. Le genre que tu nous donnes? Ma gorge s'est serrée. Oui, le genre que je vous donne. Il a hoché la tête et est retourné tailler les roses. D'autres questions viendraient, mais nous les affronterions ensemble. Ce samedi-là a marqué un tournant. 4 mois s'étaient écoulés depuis que je les avais trouvés. Le procès était terminé. Les papiers d'adoption déposés. Nous sommes allés dans un autre parc. Un nouveau départ, de nouveaux souvenirs. Ils ont joué au balançoire, couru avec d'autres enfants, se sont salis d'herbe.
Je les ai regardés depuis un banc, ressentant la paix pour la première fois en 3 ans. Mon téléphone a vibré. Carlos. Les documents d'adoption avaient été soumis. Approbation dans 30 jours. Félicitations, presque papa. Ce soir-là, c'était soirée cinéma. Sophia s'est endormie sur mes genoux. Jacob s'est appuyé contre mon épaule. J'ai senti leur chaleur, leur confiance, et j'ai pensé à quel point nous avions failli perdre tout cela. Après les avoir bordés, j'ai regardé la photo de Michael. J'ai tenu ma promesse, mon fils. Ils sont en sécurité. Ils sont heureux. Ils sont chez eux. Sur le porche, j'ai supprimé un rappel concernant le début de la procédure d'adoption. C'était déjà fait. Ça l'était depuis que je les avais trouvés sous ce banc et que j'avais décidé de me battre. 4 mois auparavant, j'étais seul, envoyant de l'argent et prétendant que c'était suffisant. Les enfants étaient affamés et effrayés. Maintenant, ils dormaient dans des lits chauds, le ventre plein. Maintenant, j'étais leur père. Pas seulement de cœur, mais légalement. La justice n'était pas seulement de punir Daniel. C'était de donner à ces enfants la vie qu'ils méritaient, de devenir la personne dont ils avaient besoin. Je suis allé les voir une dernière fois. Jacob était étalé sur son lit. Sophia était recroquevillée avec son ours en peluche. En sécurité, heureux, chez eux. Au lit, j'ai regardé de nouveau la photo de Michael. Ils vont s'en sortir. Mieux que s'en sortir. Ils vont avoir la vie que tu voulais pour eux. Je tiendrai cette promesse. La justice avait été rendue, et elle le resterait tant que je vivrais. Les enfants étaient protégés de manière permanente. Mais plus que cela, ils étaient aimés par des actions, de la constance, des sacrifices. Être là jour après jour. C'était à cela que ressemblait l'amour, ce que signifiait la famille, ce pourquoi je m'étais battu depuis le début. J'ai éteint la lumière, écoutant la maison s'apaiser. Sophia a toussé dans son sommeil. La porte de Jacob a grincé. Un passage aux toilettes en pleine nuit. Des sons normaux, de beaux sons. Les sons d'une famille. J'ai fermé les yeux et me suis endormi sans que le chagrin ou l'inquiétude ne pèsent sur moi. Juste la paix, juste la maison, juste exactement là où nous étions tous censés être. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci d'avoir regardé.